19h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. 8h34, si vous arrivez seulement maintenant sur la radio, soyez les bienvenus. Notre premier invité de la matinée, il est là, c'est monsieur Patrice Bercy, qui est coordinateur numérique solidaire à l'Espace Sud. Bonjour, bienvenue. Bonjour Mario, bonjour aux éditeurs et aux auditrices de Radio Sud-Est. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que pour nous parler donc de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Donc voilà des mots qu'on entend régulièrement, mais on aimerait quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, qu'est-ce que c'est l'électronisme? On entend électro dedans, électronique. C'est parfaitement vrai. Alors, il faut savoir que l'électronisme a été défini par Lionel Jospin la première fois qu'il l'a employé, donc c'est un néologisme, donc un mot plutôt inventé, finalement, qui vient de la contraction de deux mots, illettrisme et électronique. Alors le secrétaire d'État actuel, Monsieur Madjoubi, en charge justement du numérique, définissait il n'y a pas si longtemps dans sa dernière intervention l'électronisme comme étant un petit peu l'illettrisme du 21e siècle. Ah d'accord. Voilà, donc par là on entend surtout l'ensemble des difficultés que rencontrent les personnes s'agissant justement de l'appropriation des outils numériques, les personnes justement qui n'ont pas le savoir de base leur permettant de pouvoir utiliser comme il se doit les outils à leur disposition. Alors est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres, donc si on en parle, c'est que vraiment il y a certainement un besoin, certainement on a recensé, il y a des petites choses qui ont été faites? Le besoin est réel. Alors il faut savoir que sur le plan national, aujourd'hui, les chiffres gouvernementaux sont clairs. 13 millions de personnes en France sont concernées effectivement par ces difficultés-là. En Martinique, on a des chiffres quand même qui sont très récents, avec a priori au moins 13% de la population qui se retrouve dans cette difficulté, dans cette lutte, j'ai envie de dire, dans cette position de fracture vis-à-vis du numérique. Et aujourd'hui, je pense que les chiffres sont vraiment minimisés au regard de l'ensemble de la population qui justement rencontre ces difficultés. Et on se rend compte que on a tendance à numériser un petit peu tout. On voit la Sécu, la CAF. Donc c'est vraiment, vous avez utilisé le terme, une fracture quand on est... C'est réellement une fracture. Alors cette fracture numérique-là, forcément, crée des situations d'exclusion, parce que sociale notamment, puisque comme vous le disiez Mario si bien, aujourd'hui, et d'ailleurs le Premier ministre le rappelait, nous allons vers une logique de dématérialisation des services publics. On se rend compte que actuellement, beaucoup de services ne peuvent se faire qu'en ligne. Donc la possibilité justement de faire cette démarche-là en physique n'est même plus possible. Et d'ailleurs, en 2020-2022, on devrait s'attendre à avoir 100% des services complètement dématérialisés. Donc c'est un véritable enjeu. Et si cette transition numérique ne s'opère pas au niveau de la population, évidemment que les situations de fracture et d'exclusion seront de plus en plus fortes. Effectivement, donc il y a beaucoup de choses à faire, puisque on se trouve confronté régulièrement. On parle des anciens, il y a même des jeunes peut-être qui se trouvent dans cette situation. Tout à fait. Alors c'est un petit peu l'observation qu'on peut faire. C'est vrai que on ne peut pas cacher que les personnes justement les plus âgées, les seniors notamment, sont celles qui restent quand même les plus exclues, puisque forcément elles ont grandi dans une époque où ces outils-là n'étaient pas forcément à leur disposition. Mais on doit quand même souligner que même chez les jeunes qui utilisent aussi les outils numériques, le smartphone, WhatsApp, tout le monde connaît, ne sont pas forcément très au fait de ce qui se passe s'agissant du service en ligne. Donc même chez cette population-là, il reste un devoir justement d'accompagnement pour pouvoir utiliser la bonne méthodologie et le bon service en ligne. Ouais, je suis bien un petit peu votre raisonnement. Ça veut dire que c'est vrai que les jeunes ont peut-être des réflexes pour utiliser certaines applications, mais peut-être pas vraiment s'approprier tout ce qui est service en ligne. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle en fait justement l'usage et la pratique. Il ne suffit pas justement dans cette lutte, dans ce combat contre la fracture numérique, de mettre à disposition l'outil. L'outil peut être à disposition, mais que justement on n'a pas la formation, on n'a pas la bonne pratique, la bonne utilisation qui ferait que on serait en mesure d'utiliser l'outil avec efficacité. Et puis aussi, et je le souligne, vous savez, aujourd'hui les jeunes sont tous connectés aux réseaux sociaux.
Maintenant, il faut savoir à quoi ils se connectent. Il faut savoir aussi, est-ce que justement l'information qu'il leur est portée est une information pertinente? Est-ce qu'il s'agit d'une information réelle? On entend beaucoup parler de fake news, on entend beaucoup parler aujourd'hui justement sur les réseaux sociaux, notamment d'informations dont on peut se méfier de la véracité des faits. Donc je pense qu'il y a vraiment une méthodologie qui doit être appliquée pour que tout le monde puisse avoir un accès à une information de qualité. Alors, au sein de l'espace sud, quels sont les projets ou les missions que vous menez? Alors aujourd'hui, je pense que l'espace sud est sans prétention aucune est quand même avancé, j'ai envie de dire, même si de toutes les façons dans cette lutte-là, le combat ne peut être que continu. Aujourd'hui, l'espace sud a mis en place pour sa population un dispositif qu'on appelle le Plus, donc pour les usagers du sud. Donc c'est un dispositif qui vise justement à rapprocher les services publics au plus près des usagers. En ce faisant, l'espace sud donc s'est doté d'un véhicule bureau mobile, donc qui est équipé en informatique, en outils numériques et multimédia. Et ce guichet mobile-là parcourt les différents quartiers, les différentes communes, de manière récurrente avec une itinérance qui est prévue, et ça permet également de pouvoir porter à la fois l'accès aux outils mais aussi en fait l'accompagnement via des médiatrices du numérique qui sont vraiment formées et qui permettent à cette population-là de bénéficier de l'offre de services publics en ligne. Est-ce qu'elle joue vraiment le jeu, cette population, quand vous mettez à disposition dans les villes, puisqu'on voit... Alors Mario, c'est pour ça que je parle de combat. Ouais. Je parle de combat. C'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas en quelque part, ou elles ne sont pas conscientes de... Tout à fait. Alors il y a deux choses, vous savez, dans cet électronisme également, il faut pouvoir dire qu'il y a premièrement les personnes qui n'ont pas le savoir de base, le savoir qui leur permet justement les compétences leur permettant d'utiliser les outils. Et puis il y a aussi toutes les personnes qu'on peut qualifier d'être en situation de non-recours. Ça veut dire j'ai droit à un certain nombre de choses, mais finalement soit je ne m'y intéresse pas, soit je ne suis pas au courant. Et puis il faut quand même dire que être dans une situation d'exclusion, ce n'est pas quelque chose non plus qu'on aime revendiquer, ce n'est pas quelque chose qu'on aime mettre au devant des choses. Donc c'est vrai qu'on est quand même contraint dans notre accompagnement de permettre aux gens de venir vers nous et de ne pas se recroqueviller dans une situation qui ne leur permettrait pas justement de pouvoir s'épanouir socialement. Je suppose que vous travaillez quand même en étroite collaboration avec des assistantes sociales qui vous renvoient certainement un certain nombre de personnes aussi. Non, mais on va même plus loin. Il faut savoir que c'est un dispositif qui fait l'objet d'une convention partenariale. Et à travers ce partenariat, il faut savoir que les acteurs justement sont complètement impliqués, à savoir la CAF, la Sécurité sociale, le Pôle emploi, le RSI, puisque notamment l'État a contribué fortement, participé au déploiement de ce dispositif, et c'est l'ensemble de ces acteurs-là qui permet d'apporter une réponse efficace et une vraie réponse à la population. Alors donc on va parler donc d'un événement que vous avez mis en place, qui n'a pas pu se faire au fait à cause. Alors il a pu se faire. Il a pu se faire puisque c'était des actions sur plusieurs jours. D'accord, effectivement. Voilà, mais c'est vrai qu'on a été contraint malheureusement, puisque donc c'est un événement pour rappel, pour vos éditeurs et auditrices qui n'auraient pas eu l'information, qui s'est déroulé donc du 10 au 14 septembre dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre l'illettrisme. Et c'est vrai, comme vous le rappeliez, que le jeudi nous avons dû malheureusement annuler notre atelier au regard du passage de l'onde tropicale. Alors donc il me semble que cet atelier se déroule bientôt. Il sera reporté. On a souhaité le reporter le plus rapidement que possible. Donc l'atelier sera reporté ce jeudi, le jeudi 20, à la MSAP, la maison de service au public de Ducos, qui est fraîchement ouverte. Et nous allons accompagner les usagers dans les mêmes conditions que les autres ateliers. Alors qu'ils doivent s'attendre à quoi? Je sais que des fois ils sont un petit peu réticents. Ça s'adresse à qui ce genre d'atelier? Alors cet atelier-là, je dirais vraiment qu'il est ouvert. Il est ouvert à tout le monde. Je me disais bien. Tout le monde peut se retrouver dans une situation où il ne maîtrise pas. Ou ne pas le savoir. Ne pas savoir justement qu'il ne maîtrise pas un certain nombre de bases. Donc il est ouvert à tout le monde. Évidemment, certains se reconnaîtront parce qu'ils seront eux-mêmes, ils vont s'identifier comme étant des personnes en difficulté. Alors il faut savoir que nous avons des inscrits
des personnes qui se sont inscrites forcément. Ce sont des ateliers qui se déroulent en petits groupes. On a eu des groupes de 10-15 maximum parce qu'on a vraiment voulu aller vers un accompagnement personnalisé, individuel. Et je pense que les personnes présentes, en tout cas sur les ateliers précédents, ont été très satisfaites du résultat et de l'accompagnement qu'on a pu leur donner. Alors, quels sont les objectifs que vous êtes fixés quand même ? L'objectif, il est simple. Aujourd'hui, l'usager qui vient nous voir et qui n'a pas justement le savoir de base, il faut qu'à la fin de l'atelier, qu'il puisse au moins avoir des notions qui lui permettent de pouvoir utiliser un ordinateur, c'est-à-dire le démarrer, l'ouvrir, savoir reconnaître les différents périphériques. Je sais ce que c'est qu'une souris, je sais qu'est-ce que c'est qu'un clavier, et puis également ce que j'appelle le primo-accès à l'Internet, c'est-à-dire que je peux arriver sur un navigateur Internet, je peux effectuer une recherche et je peux aussi en fait arriver jusqu'à la démarche. Alors on n'essaie pas d'aller plus loin parce qu'il faut bien comprendre que ce sont des personnes qui partent de loin en matière justement, on n'en fait pas des ingénieurs non plus, c'est pas l'idée, mais il faut quand même qu'on arrive vers un objectif qui est l'autonomie. D'accord. Alors, ça s'adresse aussi surtout aux auditeurs qui nous écoutent. Si un auditeur lambda d'une commune se dit tiens, il faut vraiment que je m'informe, que je trouve une solution, est-ce qu'il a des éléments pour pouvoir vous contacter ou éventuellement trouver des informations ? Bien sûr. Alors, de toutes les façons, nous avons créé un Facebook dédié qui est plus Espace Sud. Voilà. Évidemment, les personnes donc, qui sont dans ces situations-là n'auront pas le Facebook. Ouais. Donc, forcément, peut-être leurs enfants. Voilà, peut-être leurs enfants. Alors, il faut évidemment penser, et vraiment là, je m'adresse à la population en disant qu'on a tous un parent, un papa, une maman. Mais des fois, on n'a pas les méthodes. Des fois, nous, les enfants, pour pouvoir peut-être aider les. Exactement. Ouais. Donc, il faut penser à ça. Si on a justement l'accès à ces réseaux sociaux-là, on peut utiliser justement la page pour être informé de tout ce qu'on met en œuvre. Et puis, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a des gens qui pensent qu'il est trop tard. Ouais, bon, j'ai 60 ans, je ne vais pas m'embêter avec ça, 70 ans. Non, il n'est pas trop tard. Et vraiment, pour avoir observé la chose, j'ai envie de dire que les seniors sont encore ceux qui sont les plus sensibles justement à ça et qui mettent vraiment le plus d'entrain à pouvoir effectuer ces démarches-là. Et donc nous, on utilise, donc il y a le site de l'Espace Sud également, le Facebook de l'Espace Sud. On fait des interventions également au niveau de nos partenaires, des ateliers, pour avoir une meilleure communication possible. Et voilà, on espère notamment que de plus en plus de personnes seront sensibilisées à cette problématique-là et feront le pas de venir vers nous. J'espère qu'on a pu mettre un peu de lumière sur tout cela, parce que des fois quand on regarde les choses de loin, on n'a pas toutes les informations, on voit peut-être le bus stationné, on hésite, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dedans ? Voilà, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Le mot sera peut-être fort, mais il n'y a pas de honte non plus à avoir. C'est vrai que le bus, il est stationné, il est dans le quartier, il est au plus près, parce que c'est vraiment l'objectif, donc il ne faut pas hésiter. Il est reconnaissable comment ? Il est reconnaissable de toutes les façons, c'est un bureau mobile, on est l'un des seuls véhicules de ce type-là sur les Outre-mer, sur la collectivité. Donc, il est facilement reconnaissable. C'est écrit plus dessus. Il est coloré, avec évidemment l'ensemble des logotypes Espace Sud, Préfecture, et puis les logos des partenaires. Et de toutes les façons, dessus, c'est écrit service pour la population. Voilà. Je suppose que sur le Facebook et les différents, peut-être le site internet, vous planifiez les lieux de passage. Je vois des communiqués aussi passer. Il y a des communiqués qui passent. Alors, on affiche également au niveau des municipalités, on fait passer l'information auprès des mairies sur notre calendrier de passage. Donc, il faut savoir qu'on sort quand même un calendrier qui est mensuel. Donc, la population peut savoir vraiment jour par jour, assez tôt, dans quelle commune on est. Je rappelle également qu'il y a un numéro de téléphone, 06 96 56 67 62. 56 67 62. Donc, un numéro qui leur permettrait également d'avoir l'information. Et puis on a nos locaux qui se trouvent à Ducos, également à la Villa Déol, entre le terrain de tennis et également la place des fêtes, où ils pourront trouver aussi l'accompagnement et les informations nécessaires aux besoins.
Ben voilà, il n'y a aucune raison de se trouver en fracture, de se trouver isolé, voilà, puisque de plus en plus, on ira vers la dématérialisation, c'est bien ça. Donc, on regarde déjà pour les impôts, on regarde pour la CAF, la Sécu. C'est pas pour faire peur, mais il faut s'y mettre et c'est possible. C'est possible et la transition numérique, de toute façon, elle sera obligatoire. Donc, il faut vraiment y aller. Alors, avant de vous laisser partir, on va rappeler aux auditeurs les numéros de téléphone, éventuellement, les contacts, et puis les différents réseaux où ils peuvent aussi se renseigner. Tout à fait. Alors, comme je disais, donc il y a un numéro 06 96 56 67 62, un numéro de téléphone où ils peuvent évidemment joindre l'équipe du Plus. Je rappelle également, donc il y a l'adresse mail plus@espacesud.fr, le tout collé, plus@espacesud.fr. Et puis le numéro de l'Espace Sud, de toutes les façons, où ils pourront être également orientés vers nous. Donc c'est un fixe 05 96 62 53 53 62 53 53, un numéro unique où effectivement ils pourront avoir toutes les informations nécessaires sur les passages et sur l'accompagnement du dispositif. Monsieur Patrice Percy, je rappelle que vous êtes coordinateur solidaire à l'Espace Sud. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de vos fonctions. Qu'est-ce que ça englobe justement ? On va terminer comme ça. On peut terminer comme ça. Oui, alors effectivement, donc je suis coordinateur numérique solidaire. Ouais. Alors c'est un mot comme ça ou qui peut faire peur. Souvent, les gens entendent numérique, se disent mais qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est de l'informatique ? Ouais. Alors non, la solidarité numérique, c'est ce qu'on disait, hein, c'est l'ensemble des dispositifs, l'ensemble des éléments qu'on va apporter au public et qui vont permettre justement à ce public-là d'avoir un accès, un accompagnement vers les outils. Donc, je suis au sein de la direction de la cohésion sociale de l'Espace Sud et voilà, c'est un dispositif qui dépend du service développement social. Donc ça vous permet vraiment d'être au fait de tout ce qui tourne autour du social, donc voilà, de faire la coordination avec le numérique. Le lien entre social et numérique, il est de toutes les façons permanent. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler donc de l'électronisme, de l'illettrisme en même temps, puisque bon, on a parlé en début d'interview de l'association. Tout à fait. Et puis je vous souhaite bien sûr une bonne continuation, puisque c'est un chantier très intéressant, très important pour la population. Merci à vous. Merci à bientôt. Aux auditeurs. Merci.